Oui, mon nom c'est Jean-Cossi Kanglo. Je suis professeur titulaire de sciences forestières, plus précisément la sylviculture, l'aménagement des forêts et l'écologie forestière ici à l'Université d'Abomey-Calavi. Depuis plus de 10 ans, mon domaine de spécialité s'est étendu à la biodiversité informatique. Et là, évidemment, j'enseigne aussi la biodiversité informatique et j'ai fait des recherches dedans, en biodiversité informatique à l'Université d'Abomey-Calavi. Alors, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? C'est la diversité, en fait, des espèces au sein des écosystèmes, la diversité des gènes au sein des espèces et aussi la diversité des écosystèmes ainsi que, en fait, les interactions qui se trouvent à ces différents niveaux d'organisation. Maintenant, l'informatique, vous le savez, c'est en fait, je dirais, un outil donc très important pour valoriser la biodiversité, d'où le terme de biodiversité donc, informatique. L'informatique en tant que telle présente les données sous forme donc, digitale, donc sous forme numérisée, et les met en valeur donc, à travers en fait, les représentations. C'est ainsi qu'appliqué en fait, à la biodiversité, ça a généré en fait, le concept de biodiversité informatique, qui est un nouveau domaine de la science, en fait, dont on parle seulement, disons, depuis 2018, et qui s'intéresse justement à la collecte massive de données de la biodiversité, de données d'occurrence, donc en l'occurrence, et les combine avec les données environnementales. Et disons, ça permet, ça va plus loin, donc en analysant les données d'occurrence ensemble avec les données environnementales pour produire des résultats, lesquels résultats justement, et c'est ça, c'est ce qui est intéressant, en fait, ces résultats en fait sont très utiles pour guider les prises de décision dans le contexte des changements climatiques et globaux. Autrement dit, la biodiversité est une nouvelle science dont le domaine d'investigation permet d'intégrer en fait les préoccupations en fait des changements climatiques et des changements globaux en fait à la problématique de recherche pour trouver en fait des solutions aux problèmes de l'heure. Par exemple, la distribution des espèces, les effets favorables des espèces dans le contexte des changements climatiques et globaux, etc. Justement, au niveau de la biodiversité informatique, il y a en fait des applications pratiques. Donc, concrètement, comme je l'ai dit, on intègre la problématique, dans la problématique de recherche, on intègre les préoccupations sur les changements climatiques et les changements globaux. Je vais être plus concret. Par exemple, on peut réaliser par le biais de la biodiversité informatique la distribution spatiale des espèces. Que la distribution spatiale des espèces, c'est-à-dire la distribution en fait dans l'espace géographique. Et en faisant des prédictions, donc par des analyses qui combinent les données d'occurrence et en fait les données environnementales, on peut savoir en fait pour chaque espèce composant l'écosystème quelles sont ses aires favorables en fait de distribution et quelles sont les aires défavorables de distribution dans le contexte en fait des changements climatiques et globaux. Donc ça permet évidemment de faire quoi? Par exemple, lorsqu'une espèce existe dans un espace géographique donné et cet espace en fait n'est plus favorable en fait à l'espèce, on n'a qu'à chercher en fait donc à introduire l'espèce dans un espace qui lui est plus favorable pour en fait prévenir sa disparition. Est-ce que vous voyez? Et si par exemple l'espèce est présente quelque part qui est en fait un domaine favorable, on ne peut plus s'inquiéter de sa présence permanente dans ce milieu-là. Autrement dit, la biodiversité informatique permet de faire des prédictions sur les aires favorables, les aires défavorables des différentes espèces. Et ça permet justement donc de devancer des pertes éventuelles, des disparitions éventuelles, des extinctions éventuelles de ces espèces et justement de les canaliser, de les introduire et de les aménager dans les aires qui sont favorables à l'espèce. Voilà en quoi ça peut aider justement donc, à en fait une meilleure gestion disons des espèces, à leur conservation dans le contexte des changements climatiques et globaux. Et ce que je dis qui est valable pour une espèce est valable aussi pour un groupe d'espèces, donc pour une communauté végétale. Okay? Et comme en fait les études l'ont montré, les résultats de recherche l'ont montré, la forêt est un ensemble de communautés végétales. Autrement dit, globalement, en fait, avec l'outil, donc les différents outils qui sont mis en œuvre au niveau de la biodiversité informatique, on peut évidemment donc prédire en fait l'avenir de tout un écosystème, à savoir si en fait l'écosystème, disons dans son aire de répartition actuelle, en fait l'écosystème peut y rester en fait durablement par rapport aux changements climatiques, aux changements globaux,
d'une façon générale, ou alors s'il y a lieu justement par rapport aux espèces en fait qu'on peut appeler des espèces caractéristiques de la forêt, on peut en fait plutôt les introduire dans des espaces qui sont plus favorables, histoire donc de favoriser progressivement le déplacement de cet écosystème vers les aires les plus favorables. La biodiversité informatique utilise plusieurs outils. Donc d'abord, j'ai parlé en fait des données d'occurrence qu'on peut en fait les données d'occurrence sont les points d'existence des différentes espèces, ok, qu'on peut aller collecter sur le terrain. Donc on va les collecter sur le terrain. Il existe aussi une base de données gigantesque, à savoir la base de données du système mondial d'information sur la biodiversité que nous appelons en anglais Global Biodiversity Information Facility. Nous aurons le temps d'y revenir, qui aujourd'hui en fait compte plus de 2 milliards, donc 200 millions de données d'occurrence. Donc chaque fois que nous avons des thèmes de recherche, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons d'abord télécharger les données en fait qui concernent l'espèce sur le site du GBIF et nous projetons ça sur notre zone d'étude et nous voyons les gaps éventuels. Donc les domaines non couverts, c'est dans ces domaines que nous allons collecter de nouvelles données d'occurrence pour avoir des données représentatives. Donc ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, justement, donc, consiste donc déjà pour ça, nous utilisons en fait donc, des logiciels du système d'information géographique. On utilise notamment donc, le QGIS, qui est en fait un logiciel qui est libre d'accès pour les étudiants. Donc, il faut se mettre au niveau des étudiants et donc par rapport à leur pouvoir d'achat pour pouvoir enseigner, disons, les différents outils de travail. Donc, en dehors de ça, donc le QGIS qui permet donc de représenter, qui a en fait une fonction de représentation en fait, donc, des différents objets en fait, que nous intégrons dans le système. Nous avons aussi des logiciels donc, puissants d'analyse de données, par exemple au niveau de Macint, qui est un logiciel en fait, donc, qui permet de représenter, d'analyser en fait, les données d'occurrence en relation avec les données environnementales et donc, je dirais, de faire des prédictions sur les niches écologiques de chaque espèce ou d'un groupe d'espèces. Donc ça, le logiciel Macint est en fait un logiciel très puissant, donc je dirais de modélisation de niches écologiques que nous utilisons également. Il y a d'autres logiciels que nous utilisons, donc par exemple le Random Forest que nous utilisons également et beaucoup d'autres. Je crois que ce n'est pas la peine de tout étaler ici. Mais je veux surtout dire que ces logiciels sont intégrés aussi donc, dans R, donc R qui est en fait, je dirais, un très grand logiciel qui en fait combine des fonctions en fait et qui utilise donc les logiciels de modélisation des données. Donc alors, nos étudiants apprennent d'abord à utiliser individuellement les logiciels de modélisation des données tels que Macint, tels que le Random Forest, dont j'ai parlé, et de l'autre côté, progressivement s'habituent justement donc, à la programmation avec R. Et là, nous avons des enseignants de haut niveau, donc même des expatriés qui, depuis en fait leur position aux États-Unis ou dans le monde, en fait, enseignent aux étudiants donc, par visioconférence. Donc, bref, avec ces différents outils, donc, nos étudiants en fait sont, disons, pratiquement préparés à affronter en fait les défis en fait de conservation de la biodiversité dans la mesure où en fait à leur sortie, ben, ces étudiants concrètement peuvent, je dirais, réaliser très facilement des cartes de distribution des espèces, aussi donc analyser en fait donc, les niches écologiques, les modéliser en fait, pour en fait, donc, les projeter dans l'espace et aussi dans le temps, les projeter donc, dans le futur pour dire concrètement, par exemple, au gestionnaire des ressources, telle espèce qui est votre espèce d'intérêt, c'est plutôt dans telle aire qu'il faut orienter désormais sa gestion, puisque l'aire qu'elle occupe actuellement est plus favorable. Ou alors, donc le contraire, l'aire que l'espèce occupe, l'espèce est bien en station, et donc on n'a plus besoin de se gérer donc, pour déplacer l'espèce ou l'introduire ailleurs que ça. Donc, l'ensemble de ces outils, évidemment, et puis ça, c'est que pour parler donc, de quelques outils, il y a aussi des outils en fait d'analyse de données, parce que quand nous parlons des données en fait et d'occurrence, ces données ne sont pas sans erreur. Donc là, on utilise des logiciels donc, appropriés pour en fait nettoyer ces données, enlever les données en fait qui sont erronées, afin donc, je dirais d'avoir des données qui sont beaucoup plus correctes, beaucoup plus propres en fait, donc, à être utilisées. Le programme
programme de formation master, au niveau de la biodiversité a été créé au mois de juin 2017. Et en fait, la formation a ouvert sa porte au cours de la rentrée académique 2017-2018. Okay? Donc, nous sommes à la 6e promotion actuellement. Normalement, les étudiants intègrent cette formation à partir de leur licence en biologie, en agronomie, mais aussi en géographie, en sciences naturelles, etc. On les prend en fait dans le programme de formation qui a en fait un curriculum bien défini et validé donc, au niveau de l'université. Et c'est par rapport à ça qu'ils reçoivent les enseignements donc, théoriques, donc d'ordre général, tels que par exemple l'écologie du paysage, tels que aussi la systématique, mais également il y a en fait, je dirais, des disciplines spécifiques à la biodiversité informatique, telles que l'étude des bases de données, il y a la saisie des données, il y a l'analyse des données, mais aussi il y a la modélisation des niches écologiques, par exemple. Okay. Il y a la programmation d'AR, etc. Alors, concrètement, les étudiants qui rentrent ici doivent avoir leur ordinateur parce que c'est des outils pratiques en fait, de travail. Et par rapport à ça, les différents logiciels que nous utilisons, eh bien, les étudiants en fait, les installent sur leur ordinateur et reçoivent des travaux en fait, pratiques donc, qu'ils doivent faire. Donc, nécessairement, ces travaux pratiques sont notés parce qu'on tient beaucoup à ce qu'ils aient la main. Ce n'est pas une formation donc, théorique. On tient beaucoup à ce qu'ils aient la main. Donc, par exemple, je dirais, aller télécharger même les données sur le site donc, du GBIF pour les analyser et puis les nettoyer donc, concrètement. Donc, il y a un logiciel de base qu'on utilise. Donc, il y a le logiciel, par exemple, Excel, qu'on utilise, on leur montre déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Mais des logiciels beaucoup plus spécifiques, par exemple, OpenRefine, donc qu'ils installent et qui permet, par exemple, OpenRefine, qui permet en fait donc d'analyser de façon beaucoup plus concrète, beaucoup plus pratique, en fait, les données qu'ils ont pour, en fait, je dirais, en dégager les données erronées. Donc, c'est de façon pratique comme ça, on donne la main aux étudiants. Et par rapport au cours, par exemple, de modélisation et écologique, il y a d'abord la partie théorique, mais aussi on fait la pratique avec eux. Par exemple, on choisit, disons, au cours de ces enseignements, des espèces, donc, disons des espèces qui sont des exemples sur lesquels on pratique donc, tout le cours. Donc, depuis, en fait, les données d'occurrence, en passant par les données environnementales et suivant des étapes concrètes pour les introduire en fait dans le logiciel, par exemple, Bassin qu'on utilise au cours pour sortir en fait donc, les modèles de niche écologique qu'on analyse ensemble. Donc, et évidemment, il y a des seuils en fait donc, de probabilité qu'on utilise et dont ils doivent avoir conscience parce que dans la vie pratique demain, eh bien, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, en utilisant ces seuils de classification, on dégage donc, je dirais, les aires favorables aux espèces, les aires qui ne sont pas favorables aux espèces, c'est qu'ils s'en sont conscients, donc déjà sur les bancs. Maintenant, leurs travaux de fin d'études, ils vont s'adresser encore de façon beaucoup plus concrète à ces aspects, puisqu'ils reçoivent par exemple des espèces sur lesquelles ils doivent faire des recherches, sur des espèces végétales par exemple, sur leur importance ethnobotanique. Ensuite, comment ils doivent analyser en fait les niches écologiques des espèces pour voir en fait disons au niveau du Bénin, les parties qui sont favorables donc sur le plan géographique, les parties qui sont favorables en fait au développement de l'espèce, les parties qui sont défavorables et donner des conseils par rapport à ça. De l'autre côté, déjà à partir de cette année, on a commencé par faire d'autres innovations, d'autres avancées dans les thèmes, en combinant par exemple des espèces parasites avec des espèces hautes d'intérêt et justement donc, en faisant les analyses, on va voir que en dehors en fait des changements climatiques ou des changements globaux, il y a également les parasites de ces espèces-là dont il faut tenir compte. Et plus on tient compte justement donc de ces facteurs limitants, donc que ce soit l'évolution du climat ou que ce soit par exemple le déboisement ou que ce soit les parasites, donc mieux on prédit en fait donc, les aires d'évolution de l'espèce, les aires favorables, les aires défavorables, plus on s'approche de la réalité. Alors, donc, nos étudiants ici formés donc, sont des plus outillés. Ils sont également bilingues dans la mesure où nous mettons beaucoup l'accent sur en fait, leur apprentissage en anglais, puisque nous avons des enseignants qui sont en fait aux États-Unis d'Amérique et qui interviennent donc, concrètement dans les enseignements. C'est pourquoi dès les premières années, nous mettons en fait l'accent sur une formation intensive en anglais. D'abord, tout étudiant au niveau de cette université doit avoir
une attestation de formation en anglais avant d'y intégrer. Mais ici, nous reprenons nos étudiants de façon spéciale et puis nous renforçons encore leur niveau en anglais pour leur permettre donc de suivre les enseignements qui sont dispensés en anglais. Donc là, au niveau de la première année, des enseignements sont dispensés, par exemple sur l'analyse des données d'une façon générale, ici en anglais avec le logiciel appliqué au logiciel R. Bon, et la première année encore, même sur ce cours actuellement. Au niveau de la deuxième année, il y a des enseignements qui sont donnés, par exemple, sur le domaine de la santé publique, la biodiversité, donc, et la santé publique, puisque la biodiversité, c'est en fait, je dirais, un domaine transversal, donc qui s'applique aussi à la santé publique. Donc, il y a un enseignant donc, qui, depuis, en fait, le Portugal, l'Université de Lisbonne, au Portugal, dispense ce cours en anglais aux étudiants de la deuxième année. Cette formation, en fait, donc, qui est une formation académique, est une toute première en Afrique, il faut que je te le dise non, concrètement. Et donc là, tous les étudiants que nous formons sont vraiment pionniers, donc des gens qui, en fait, sont outillés, qui ont une formation donc, solide d'ordre académique en biodiversité informatique. C'est une toute première en Afrique. Et ça a démarré par le Bénin. C'est un honneur pour notre pays. Et en matière donc, de diplômés, donc, ceux qui ont fini, donc, ils sont actuellement 48, donc qui ont fini régulièrement leur formation. Donc, soit sur les 4 premières promotions, soit une moyenne de 12 étudiants en fait diplômés par promotion. Je dois vous dire que ce master est un des masters les plus fréquentés de l'université. Les étudiants sont donc à la recherche de ce master-là et viennent justement donc, de tous les pays. Actuellement, nous avons jusqu'à 6 nationalités. Donc, il y a en fait les étudiants qui viennent de la Côte d'Ivoire, de la RDC, du Niger, du Togo, mais aussi du Gabon et maintenant donc, du Bénin. Et évidemment, donc, ça ne peut que s'étendre dans la mesure où nous faisons du bon travail et puis il y a de bons échos par rapport aux étudiants qui sont formés et qui tiennent diverses positions. Donc, dès que en fait, ils sortent, ils ont diverses positions en fait, dans la vie. Certains sont en fait présidents d'ONG, certains en fait sont responsables par exemple de la gestion dans les forêts en fait communautaires, dans les forêts communales. Donc certains ont trouvé des positions en fait donc au niveau des agences de l'État, au niveau des agences de l'État et aussi même au niveau des agences à l'international. Okay. Ils ont cette formation concrète et d'actualité parce que c'est une formation qui est d'actualité. Nous sommes, je dirais, à l'ère du changement climatique, des changements globaux. Quand il y a une formation qui déjà en fait, s'adresse à cet aspect de facteur limitant donc, de la biodiversité. Donc là, ça ne peut que préoccuper réellement les étudiants qui y viennent. C'est aussi durant cette formation d'actualité par rapport aux formations classiques que nous avions et qui, évidemment, n'intègrent pas ces aspects de changement climatique et de changement global dans les programmes de formation de façon si concrète que ça.